Mais d'abord, donc, le bilan du ministre de la Justice, Éric Dupond-Moretti, a délaissé sa robe d'avocat en juillet 2020 pour un Marocain au gouvernement, poste prestigieux et entré dans une nouvelle arène, celle de la politique, comme hier devant le Sénat. Jérémy Heinzmann. Ce mardi, en plein examen du projet de loi sur la confiance dans la justice, Philippe Bas interpelle le garde des Sceaux. Il lui reproche une sous-consommation des crédits alloués à la justice et un nombre de places de prison inférieur aux 15 000 promises au début du quinquennat. Je suis ulcéré qu'on puisse oser prétendre que cet engagement a été tenu. Il faut regarder quel aura été, rétrospectivement, l'effort réel en faveur de la justice. Et je vous le dis, le compte n'y est pas. Piqué au vif, Éric Dupond-Moretti avance lui une augmentation du nombre de magistrats et défend son bilan. Ce que nous avons fait, pardon, mais c'est vous qui avez donné cette tournure politicienne, vous ne l'avez pas fait. Souffrez que je vous réponde, je vais vous répondre. Parce que c'est insupportable. La critique pour la critique, vous voudriez qu'ici, je vienne à Canossa, la tête baissée, pour dire on n'a rien fait. Mais c'est une plaisanterie. Que je peux demander à monsieur le garde des Sceaux et à nos collègues sénateurs de bien vouloir baisser d'un ton. Un accrochage qui n'est pas propre à la droite sénatoriale. À gauche aussi, l'action du ministre de la Justice, nommé en juillet 2020, déçoit. Nous avons l'impression que le garde des Sceaux a une conception hémiplégique de la justice. C'est-à-dire qu'il ne s'intéresse qu'à la justice pénale. Le contentieux pénal, ce sont 8 000 décisions rendues chaque année en France, quand pour le contentieux civil, ce sont 2 200 000 décisions qui sont rendues chaque année. Et quand vous êtes garde des Sceaux, vous avez la responsabilité de traiter la justice dans son ensemble. De leur côté, les marcheurs assurent que le garde des Sceaux a déjà fait bouger les lignes, avec une augmentation historique du budget de la justice. Il impacte, il percute dans la perception des Français qui savent qu'il est proche du monde des tribunaux, qu'il est proche des gens qui vont dans la justice et qui comprennent qu'il les défend. Si Dupond-Moretti n'était pas en train de progresser et de faire changer les choses, il serait peut-être un peu moins nerveux, nos amis. Et le ministre entend bien occuper le terrain d'ici la fin du quinquennat, avec notamment les états généraux de la justice prévus cet automne. Et on passe au crible, le bilan du ministre Dupond-Moretti avec mes invités. Katia Dubreuil, bonsoir. Vous êtes présidente du syndicat de la magistrature. Maître Basile Adair, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue à vous aussi, avocat associé du cabinet Auguste Debouzy, ancien vice-bâtonnier de Paris. Stéphane Le Rudulier, bonsoir. Bonsoir. Sénateur LR des Bouches-du-Rhône, vous êtes professeur de droit public et membre de la commission des lois. Et puis avec nous, en visioconférence, la porte-parole du ministère de la Justice, Emmanuel Masson. Bonsoir et bienvenue, Emmanuel Masson. Je commence donc avec cet accrochage. Et Mathieu Croissant-Daube, que j'étais en train de ne pas présenter. Ça commence mal cette émission. Bienvenue Mathieu, l'éditorialiste de Sens Public tous les lundis et mercredis. Heureux de vous retrouver, évidemment. Allez, je commence avec cet accrochage. On vient de le voir dans le sujet précédent entre le garde des Sceaux et le sénateur LR Philippe Bas. Un ministre attaqué sur son bilan, notamment ce nombre de places de prison que le gouvernement s'est engagé à construire. Est-ce que vous trouvez l'attaque justifiée? Tiens, on commence par un focus, Maître Adair. Oh, là, vous parlez du nombre de places de prison et de leur avancement. Là, je n'ai pas suffisamment d'éléments pour vous dire. Mais j'ai le sentiment que parce que il est ce qu'il est, par tout ce qu'il a pu faire avant de devenir ministre, parce qu'il est avocat, la critique est effectivement un peu facile. Il y a une forme de délégitimation sur tous les sujets que je trouve un peu prompte et un peu trop politique. Alors qu'effectivement, il tente de faire bouger les lignes avec le petit budget qui continue, même s'il l'a augmenté, qui continue d'être vraiment fait par rapport à celui de nos voisins, parce que le véritable problème de la justice, c'est les moyens qu'on lui donne pour rendre la justice. Mais sur les droits de la défense, je trouve que son projet de loi comporte de belles avancées. C'est vrai que c'est un millefeuille, chaque année on y arrive avec un nouveau projet, que ce soit une majorité ou l'autre. Bon, ben voilà, c'est le paquebot qu'on fait bouger un tout petit peu. On est sans doute loin des standards les plus appréciables, notamment ceux de nos voisins. Mais moi, je trouve qu'il fait du bon travail depuis le temps. Finalement, il n'est pas là depuis très longtemps. 14 mois. Voilà. Et nous, les avocats, nous sommes plutôt contents et assez fiers que ce soit un des nôtres qui porte tout ça. Katia Dubreuil, votre bilan, on élargit un peu le focus. Votre bilan de 14 mois d'Éric Dupond-Moretti.
Écoutez, je ne suis pas sûre que tous les avocats soient contents, pour ma part, pour avoir discuté avec un certain nombre. Mais enfin, effectivement, sur les droits de la défense, il y a quelques avancées dans le projet de loi, mais qui seront quand même limitées, c'est-à-dire qu'on crée quelques droits pour quelques-uns, et pour nous, ça ne va pas vers l'égalité des citoyens devant la justice, parce que ce sont des droits un peu à la demande et très limités. Mais à part cela, disons que pour nous, Éric Dupond-Moretti ne part pas du tout d'une expertise du terrain, des besoins réels de la justice pour proposer des réformes. On est dans des réformes pour nous de communication. Et vraiment l'exemple, il y a plusieurs exemples, mais le dernier en date, c'est celui du rappel à la loi qui est remplacé par le rappel à la loi bis. Il y a eu les annonces sur les crédits de réduction de peine, c'est-à-dire la manière dont on calcule la fin de la peine des détenus, pour lesquels le ministre a fait une sortie sur le fait que des détenus aujourd'hui, qu'ils fassent des efforts ou pas, avaient la même peine à faire, alors que ce n'est pas le cas. Donc et pour pouvoir dire ensuite, moi je vais mettre fin à ça. Donc on a vraiment l'impression que ce ministre est dans la communication plus que dans l'action, et que dans le fond, il n'y a pas d'avancée majeure, ni pour les justiciables, ni pour le bon fonctionnement de la justice. Bon, Emmanuel Masson aura l'occasion de vous répondre dans un instant. Je voudrais simplement entendre le sénateur Le Rudulier. Est-ce que vous êtes aussi critique que votre collègue Philippe Bas ? Oui, je pense. Parce que, vous voyez, l'attitude du garde des Sceaux hier, c'est pas une attitude anodine, c'est une attitude qui a été répétée dans l'hémicycle à de nombreuses reprises. Et ce qu'on peut lui reprocher, c'est qu'effectivement, il n'a pas quitté sa robe d'avocat quand il est rentré dans l'hémicycle. C'est-à-dire que même dans le cadre de la défense de ses positions, on a toujours l'impression qu'il est en plaidoirie et qu'il ne supporte pas la contradiction, et ce, quels que soient les bancs. Pardonnez-moi, mais un avocat est précisément celui qui supporte le mieux la contradiction. Écoutez, c'est notre métier. En tant que tel, une plaidoirie, la réponse apportée parfois de M. Dupond-Moretti à certaines contradictions, à certains amendements, c'est-à-dire, effectivement, c'est un texte de portée très inégale, c'est un millefeuille, il n'y a pas de cohérence. Nous, on était prêts à participer à ces états généraux de la justice. D'ailleurs, il y a eu l'Agora de la justice. C'était cette semaine, ce lundi. Ce lundi, organisé par le président Buffet et le président du Sénat. Qu'est-ce qu'on a vu ? On a vu le corps de la magistrature, des avocats, des professionnels du droit, l'administration pénitentiaire, avec une certaine forme d'émotion. Eh bien, on a compris qu'ils voulaient participer pleinement à l'amélioration de la justice au quotidien. Mais qu'effectivement, et là je vous rejoins, il y a un manque criant de moyens. Alors, il faut être très honnête, oui, il y a eu un effort, il y a eu un rattrapage du budget de la justice cette année. Mais, quand on regarde les lois de règlement sur les dépenses et les crédits d'investissement des 3 dernières années, on se rend compte qu'un tiers des crédits n'ont pas été dépensés. Donc là, où je rejoins madame, parfois il y a beaucoup d'effets d'annonce. Il ne suffit pas de dire on gonfle le budget, mais si les crédits ne sont pas dépensés, forcément ça générera de la déception. Emmanuel Masson, pas mal de critiques, des éléments de défense aussi de la part de Maître Adair. L'argent qui n'a pas été totalement dépensé, des propositions un peu cosmétiques. Vous n'avez pas employé ce terme, Mme Dubreuil, mais je le prends pour moi, avec notamment la question du rappel à la loi. Qu'est-ce que vous répondez à ces critiques ? Écoutez, je pense qu'il est quand même important de rappeler qu'en 5 ans, c'est plus 33% d'augmentation du budget de la justice. Donc moi, j'entends là qu'on dit qu'on a un peu augmenté, plus 8% en 2021, plus 8% en 2022. Et il y a une accusation de ne pas dépenser les crédits affectés. Par exemple, il y avait la même suspicion qui a été faite au moment de l'annonce sur la justice de proximité, où il y a eu des annonces d'embauche et où on a suspecté à un moment le ministère de la Justice de ne pas être en capacité de procéder à ces embauches. Les juridictions ont été exemplaires. Les juridictions, dans un délai record, ont trouvé des candidats, ont trouvé des juristes assistants, ont trouvé des candidats pour cette justice, pour la mise en œuvre de cette justice de proximité. Et donc, je suis un peu surprise par les critiques où on nous dit effectivement que c'est que de la communication. Et je sais très bien que le syndicat de la magistrature, par exemple, sur la justice de proximité, dit que c'est que de la communication. Quand vous avez plus de 2000 personnes qui sont recrutées en moins d'1 an, et que les retours des juridictions sont extrêmement positifs. Alors bien sûr, ça ne se fait pas du jour au lendemain quand on accueille des gens. Bien sûr qu'il y a un temps nécessaire pour former ces personnes et qu'elles soient pleinement opérationnelles. Mais c'est le cas
matière pénale et on en voit d'ores et déjà les résultats. Donc on ne peut pas parler d'opération de communication. Évidemment, plusieurs fois dans ce débat, pardon de vous interrompre, Katia Dubreuil, plus de 2000 personnes recrutées en moins d'un an. Déjà, je voudrais savoir comment le ministre, la chancellerie, sait que les retours des juridictions sont positifs. Parce que le ministre ne parle pas, à part au chef de cour, à 36 personnes en France, il ne parle pas aux magistrats et il n'a aucun contact. Alors nous voyons nos collègues, nous avons des remontées de tous nos collègues toute l'année et nous savons que les juridictions ne sont pas du tout positives parce qu'on n'embauche pas de magistrats suffisamment. On est toujours très très à la traîne par rapport à tous les pays voisins sur le nombre de magistrats, le nombre de greffiers par habitant. On n'embauche pas de greffiers non plus et on embauche des contractuels pour une grosse partie qui sont des personnels non formés qui viennent peser en fait sur le fonctionnement des juridictions et pour certains qui ont été recrutés dans la précipitation parce qu'on a dit si on ne dépense pas tout de suite l'argent qu'on a promis, oh là 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 là, on va le perdre. Et donc on a vu les juridictions recruter sur Twitter, recruter n'importe comment parce qu'il budget en hausse, plus 33% en 5 ans, dit Emmanuel Masson. La plus grosse partie de ce budget, ça va aux constructions de places de prison. Alors nous faisons partie de ceux qui disent que la construction de places de prison, ce n'est pas la solution. Et parce pourtant, que le parti LR dit qu'il n'y en a pas assez. Oui, ça, on a un désaccord là-dessus, mais plus on construit, plus on remplit. Ce qu'il faudrait, c'est une véritable politique en matière de peine, en matière d'aménagement des peines, en matière de réforme de la procédure pénale. Il y a tout à reconstruire, à remettre à plat, effectivement. Mais là, ce n'est pas ce qui est fait. Et en tout cas, ce budget ne profite pas majoritairement à la justice judiciaire. Cette année, par exemple, pour les juridictions, c'est plus 3%. C'est pas plus 8%. Ouais. Alors, un mot de réponse d'Emmanuel Masson. J'espère que le son est meilleur. On a essayé de régler ça. On vous écoute. Oui, alors moi-même, je vous ai très mal entendu. Je suis désolée. Vous voyez bien qu'on fait aussi le procès de la justice dans un sens comme dans l'autre. Donc on va nous dire qu'on ne pensait pas assez de peine de prison et d'un autre côté, on va nous dire qu'on consacre trop du budget de la justice à la construction des places de prison. Moi, je ne peux pas laisser dire qu'on a recruté à la va-vite. On a recruté des gens qui sont à un niveau bac plus 5. Les actions de justice, c'est un niveau bac plus 5. J'ai un peu du mal à comprendre cette communication. On a l'impression qu'on est allé chercher des gens qui n'avaient pas de qualification, de compétences, et c'est absolument faux. On revient vers vous tout de suite. Je voudrais qu'on élargisse un peu cette question de quand même cette relation un peu particulière entre le garde des Sceaux et les sénateurs, parce que Quentin Calmet, vous nous rejoignez. C'est pas la première fois, bonsoir Quentin, que on monte entre le ministre et le Sénat. Et exactement. Le ministre n'est garde des Sceaux que depuis 1 an et 2 mois. Il a déjà une belle collection effectivement de passes d'armes dans l'hémicycle. Il a fallu faire des choix parmi toutes les références dans les archives de Public Sénat. Alors, flashback numéro 1 au printemps dernier. Après la condamnation en appel de Georges Tron, la sénatrice socialiste Laurence Rossignol demande la révocation de son mandat de maire de Draveil. Eh bien, elle ne s'attendait pas à ce que ce soit Éric Dupond-Moretti qui réponde ce jour-là au nom du gouvernement. Écoutez. Il me semble que ce justiciable a formé un pourvoi en cassation, que la décision dès lors n'est pas définitive et qu'il se débrouille avec sa conscience. Vous demandez à l'exécutif d'intervenir là-dedans, mais franchement, quelle hérésie! Je n'aurais jamais cru que le gouvernement envoie pour répondre à ma question l'avocat de Georges Tron, celui qui a traité de menteuse les victimes pendant tout le procès et qui continue aujourd'hui de les traiter de menteuses en arguant de la présomption d'innocence alors que vous avez été condamnés. Voilà, la gauche qui n'a pas manqué de monter au créneau à plusieurs reprises sur ce thème qu'il dénonce comme une forme de confusion des genres entre sa carrière d'avocat et celle de ministre. Et on se souvient qu'on y était ce jour-là. Le garde des Sceaux était pour sa part reparti du Sénat très en colère de cette séance des questions d'actualité au gouvernement. Oui, alors... Un autre exemple, Quentin, cette fois-ci avec la droite. Voilà, tout à fait. Il y en a pour tout le monde. Le point de départ cette fois-ci, c'est davantage similaire à l'échange d'hier avec Philippe Bas. C'est la question un peu du bilan du quinquennat, et en l'occurrence du bilan en matière de lutte contre les féminicides. Nous sommes alors en mai dernier, quelques jours après la mort de Chahinez, qui avait été brûlé vif par son mari. Et donc le ton, il est montré très très fort ce jour-là. Et attention à vos oreilles. Monsieur le Premier ministre, tous les meurtres de femmes ne peuvent pas être évités. Celui-là aurait dû l'être si vous vous étiez donné les moyens d'appliquer des lois que vous avez vous-même votées. Ma question est donc simple. N'avez-vous pas honte d'une telle inefficacité de votre politique ? Ce qui parfois me fait honte, c'est l'exploitation... C'est l'exploitation cynique
et obscène d'une situation que nous avons tous à déplorer avec beaucoup d'émotion. Depuis des années, c'est nous qui avons mis au respect. Vous répondez dans le respect. Voilà, et donc on a vu ces échanges. Alors, vous m'avez un peu piqué ma chute, monsieur Rudulier, mais c'est vrai que certains sénateurs nous disent que, il n'a pas forcément réussi à sortir de sa robe d'avocat pour véritablement rentrer dans son costume de ministre. Oui, merci beaucoup, Quentin. Mais c'est une vraie question à laquelle on peut répondre, notamment la question alors, je vais dire conflit d'intérêts, en tout cas, ou confusion des genres. Ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire qu'un avocat ne peut pas devenir ministre de la Justice parce qu'il avait forcément eu des affaires précédemment. Comment vous réagissez à ça, vous? Je ne sais, c'était pas sur votre chaîne, mais c'était une chaîne du service public qui, il y a quelques semaines, a passé un magnifique reportage sur Badinter. Et lorsque Badinter quitte sa robe d'avocat et porte ce que tout le monde aujourd'hui salue comme un grand moment de notre République, l'abolition de la peine de mort. On en parlera dans la seconde partie de l'émission, d'ailleurs. Vous aviez ces échanges-là. C'est-à-dire que nécessairement, on le mettait en cause comme étant un avocat qui avait défendu des assassins d'enfants, etc. Et donc, on le déconsidérait à chaque fois. Moi, je trouve ça, moi aussi, obscène de prendre un cas particulier pour stigmatiser une politique sur laquelle un ministre qui vient là depuis 14 mois, honnêtement, n'a rien à faire. Donc là, c'est une politique. C'est sans doute parce qu'on est avocat et que, par nature, on déplaît. Mais je vois énormément de ressemblances avec la situation de Badinter. Ce qui était intéressant, d'ailleurs, je termine, dans ce reportage, c'est qu'on s'aperçoit 4 ans après, tout le monde le loue, tout le monde loue son courage, etc. Mais il faut se souvenir comment il était mis en cause parce qu'il avait été avocat, parce qu'il avait été défenseur sur la cour d'assises. Donc ça devrait prêter à réfléchir à ceux qui l'attaquent peut-être, moi je trouve un peu bassement. Stéphane Le Rudulier, attaque obscène, c'est les termes qui viennent d'être employés. Vous reprenez les termes du garde des Sceaux. Fondamentalement, nous ne sommes pas contre le métier d'avocat. Je rappelle juste qu'il y a beaucoup de sénateurs dans toute famille politique dont le métier, dont la pratique est le droit, avocat ou autre. Mais bien qu'ils s'en souviennent quelquefois. Pardon ? Je dis, ce serait bien qu'ils s'en souviennent quelquefois. Non, mais ils s'en souviennent, vous voyez. Je vais vous citer un exemple, parce que le secret professionnel, l'extension du secret professionnel de l'avocat, quand il s'agit de défendre la profession, notamment sur l'indivisibilité de ce secret professionnel, de ne pas faire des catégories par rapport à la matière du droit fiscal ou autre, on est là aussi pour défendre ce métier. Donc, ne faisons pas le procès en disant c'est par rapport à sa profession d'avocat. C'est juste que je pense sincèrement que l'attitude en séance publique n'est pas une attitude qui soit cohérente avec la fonction de ministre. D'ailleurs, vous savez, le président Larcher, quand il rappelle un ministre à l'ordre, c'est exceptionnel. Vous pouvez aller voir toutes les archives. Rarement, le président Larcher se permet d'interrompre un ministre pour le remettre et lui faire un rappel au règlement. Alors, ça pose la question finalement de l'attitude ou du style Dupond-Moretti, Mathieu Croissando. On peut lui reprocher son style à Éric Dupond-Moretti. On peut lui reprocher sa méthode, d'une certaine façon. Et c'est vrai qu'il y a une absence de concertation avec les syndicats parce que le dialogue est rompu. On peut lui reprocher aussi ses choix, ou critiquer ses choix. Mais on ne peut pas dire que c'est un ministre qui n'a rien fait. Enfin, moi, ça me paraît, en observateur, très, très exagéré. Il a quand même porté 19 textes de loi. Les moyens ont quand même augmenté. Alors, on peut dire c'est pas assez, on peut dire c'est que du rattrapage, mais ça a augmenté comme jamais ça n'avait augmenté depuis une vingtaine d'années, une trentaine d'années. Il faut remonter, je crois, à Dominique Perben qui avait obtenu une augmentation de 7 ou 8% quand il était garde des Sceaux. Il y a les places de prison, vous en parliez, il y en a 7000 qui ont été construites. Alors après, le ministère de la Justice dit qu'il y en a 8000 qui vont l'être et qui sont budgétés. On peut dire c'est du pipeau, ça se fera pas, mais en tout cas, voilà, il y a quand même des choses, et les emplois d'assistants contractuels pour à la fois les juridictions pénales et civiles, on peut dire que c'est des contractuels justement et pas des vrais magistrats, mais ils sont là. Enfin voilà, il y a quand même des choses qui ont été faites. Ça me paraît exagéré de dire qu'il n'a rien fait. Katia Djouba, est-ce que c'est un garde des Sceaux qui est hostile aux magistrats ? En fait, c'est pas tellement comme ça que la question se pose. Il était avocat, il avait son style comme avocat. Moi, je trouve que les questions de style, c'est pas tellement vraiment le problème ou la question. La question, c'est on de a savoir parfois l'impression que dans votre perception du ministre, il y a les souvenirs de l'avocat. Non, je pense pas, en tout cas, du côté du syndicat de la magistrature, qu'on puisse dire ça. Ce qui est sûr, c'est que quand on est avocat, on endosse un costume dans lequel on défend les intérêts d'un client. Et plus largement, quand on est avocat, il y a une éthique de l'avocat
qui est très belle, enfin voilà, que je crois les magistrats peuvent avoir en partage aussi, sur le fait qu'on défende un homme, qu'on fasse tout pour, on aille jusqu'au bout pour défendre un homme, et tout ça est très bien. Quand on devient ministre, on défend l'intérêt général. Et c'est là où les magistrats ont eu un problème avec ce ministre. C'est pas parce qu'il était avocat avant. Effectivement, comme vous le disiez, je crois pas que les magistrats étaient outrés, par exemple, par les actions du ministre Badinter à l'époque. Là, ce qui s'est passé et la rupture qui existe entre les magistrats et Éric Dupond-Moretti, c'est parce que, effectivement, il y a ces questions de conflit d'intérêts, il y a ces questions d'atteinte portée à l'indépendance de la justice à travers, quand même, une vendetta, en tout cas ce que nous, on analyse comme une vendetta par rapport au parquet national financier. Et donc, c'est quelque chose qui pose question parce que quand on devient ministre, on doit œuvrer pour l'intérêt général et pas pour des intérêts particuliers. C'est ça qui, pour nous, peut constituer un souci. Ce n'est pas, effectivement, le style plus ou moins grande gueule, entre guillemets, etc., qui, ça, font partie de la personnalité. Est-ce que l'exemple que donnait Quentin tout à l'heure, est-ce que ça vous choque que ce soit lui qui réponde au Sénat sur l'affaire Georges Tron, par exemple ? Oui, je pense qu'effectivement, il faut faire attention par rapport à ces questions de conflit d'intérêts. Il faut pas donner l'impression qu'il puisse y avoir des passe-droits pour certains ou que certains peuvent être favorisés par la position de leur ancien avocat et une nouvelle fonction de le nouvel avocat. Donc ce n'est pas, à mon sens, ce n'est pas normal que ce soit l'ancien avocat qui réponde comme ministre à cette question. Et il y a un certain nombre de choses comme ça qui se sont répétées depuis plusieurs mois et qui montrent qu'effectivement, ce n'est pas tellement dans le logiciel du ministre que de raisonner en termes, en tout cas, au minimum en apparence, par rapport à la question de l'égalité des citoyens et la question de l'intérêt général. Alors, je vous signale juste que Emmanuelle Masson, on ne peut plus retourner vers elle puisqu'on a vraiment un problème de son qu'on n'arrive pas à régler. Donc voilà, on l'aura entendu au début de notre débat et elle aura pu porter la parole du ministère et aussi du ministre. Maître Ader, le style, je reste sur le style d'Éric Dupond-Moretti, ce qui faisait sa force d'avocat, c'est notamment le pouvoir des mots, c'est aussi un atout en politique, ça. Vous trouvez qu'il s'en sert bien ? Alors vous avez pensé que je me réfère toujours à l'histoire, mais quand on voit, alors il y a peu de films, mais quand on lit les échanges à la Chambre sous la Troisième République. Alors c'est vrai que c'était une République où il y avait plus d'avocats encore qu'aujourd'hui. Mais quelle vie, quel échange, quel magnifique lieu démocratique d'échange. Il faudrait que tout soit policé avec des langues de bois, de la communication pré-mâchée et qu'on livrerait en lisant son truc. Il n'y a rien de plus triste que les séances à l'Assemblée nationale du mercredi lorsque tout le monde lit son papier bien préparé par son parti. Là, enfin, il y a un petit peu de vie. Eh bien, écoutez, pardonnez-moi, mais... Et donc, ça donne à un président Larcher qui reprend un ministre. Et vous nous dites que c'est rare. Donc ça, vous trouvez ça dommage pour la politique, en quelque sorte ? Je ne sais pas pourquoi moi, sur ce que j'ai vu, j'ai rien vu d'épouvantable qui justifiait une reprise de séance. Je plaisante. Non, mais écoutez... je plaisante. Voilà, la démocratie, c'est aussi la vie. Puis donc moi d'ailleurs, je trouve, c'est ma dernière observation, mais que lui reprocher la forme, c'est que finalement, on est assez court sur le fond. Ah bah là, c'est moi qui décide de faire le fond, la forme. Vous inquiétez pas, on reviendra sur le fond. Mais on va rester quand même un peu sur le bilan. Et puis alors cette histoire de mue, moi c'est ce que j'ai employé dans mes titres. Mathieu, est-ce que vous diriez là, avec votre regard d'éditorialiste, qu'il a gagné ses galons d'homme politique finalement ? D'abord, je dirais que c'était pas gagné. Souvenez-vous, quand il est arrivé, même dans la Macronie, les gens craignaient qu'il fasse son hulot, c'est-à-dire que ce soit quelqu'un de la société civile qui arrive et qui finisse par claquer la porte, parce que la greffe ne prendrait pas à cause des codes et puis surtout à cause de son tempérament qu'on connaît. D'autant que ses débuts ont été chahutés, il faut le rappeler. Il a été quand même accueilli au bazooka par certains syndicats de magistrats. Alors ce n'est pas vous, mais ceux qui avaient parlé de déclaration de guerre, ça c'était l'USM. Il a été pris tout de suite dans une espèce de polémique intragouvernementale sur l'ensauvagement qui s'est opposé à Gérald Darmanin. Et pourtant, 14 mois plus tard, il faut reconnaître qu'il a connu des coups durs, mais il est toujours en poste. Et puis il s'est fait quand même sa place sur la scène politique avec... une forme de résilience, des succès et des revers aussi. Alors, des succès et des revers. On commence par les points positifs. À quoi on juge
qu'un homme est devenu un homme politique, sur sa capacité à peser, sur sa capacité à agir. Sa capacité à peser, on l'a dit, il a quand même pesé sur les arbitrages budgétaires, il a eu des budgets roses. Sur sa capacité à agir, encore une fois, on peut contester les lois qu'il a portées, mais il en a porté. Et puis après, ça montre en tout cas qu'il n'était pas venu faire de la figuration. Après, il y a la face émergée de l'iceberg, qui sont son sens de la formule, ses petites phrases assassines, on les a vues, son style. Il y a aussi la face immergée, qui est un autre Éric Dupond-Moretti, avec une capacité à faire atterrir des textes qui sont parfois compliqués. Souvenez-vous, le texte de loi sur le séparatisme, qui venait juste après le texte de loi sur sécurité globale. La majorité était chauffée à blanc. Il a fini par, sur des textes qui étaient compliqués, sur la haine en ligne, par exemple, vous vous souvenez de la loi Avia qui avait été retoquée, ben voilà, ça s'est plutôt passé. Sur le code de la justice pénale des mineurs, ça a été lancé avant lui, c'était pas lui, mais l'ordonnance de 45, tout le monde en parlait, ben, ça a fini par atterrir aussi. Et puis sa loi, c'est vrai que c'est un millefeuille, mais voilà. Alors après, je dis pas que c'est un hurrah ou c'est un succès énorme, mais ça démontre en tout cas une capacité que on craignait que ce soit une espèce d'antagonisme permanent, et il a été capable de montrer ça. Donc et ça, puis, pour les points positifs, alors, et une forme juste dans les points positifs aussi, il y a une forme, il assume ses convictions. Quand la justice a été très très mise en cause, notamment par les syndicats de policiers, alors il y est allé, vous me direz, c'était son rôle, il est garde des Sceaux, mais il n'y avait pas quand même grand monde pour y aller, y compris pour prendre des positions qui étaient très très minoritaires dans l'opinion. Après, les échecs en tant qu'homme politique, moi j'en vois deux, il y en a un évidemment auquel tout le monde pense, c'est l'échec électoral, le missile Dupond-Moretti qui devait à la fois atomiser le Rassemblement national et Xavier Bertrand, il a perdu ses deux cibles. On rappelle qu'il était tête de liste dans le département du Pas-de-Calais, si ma mémoire est bonne, et la liste s'est même pas qualifiée, en tout cas la liste régionale s'est même pas qualifiée pour le second tour. Son second échec, plus subjectif à mes yeux, c'est est-ce qu'il est parvenu à incarner l'aile gauche de la majorité. C'était quand même, au départ, au moment de sa nomination, c'était à la fois un coup médiatique parce qu'on prenait le plus célèbre des avocats, et puis il y avait l'idée de nommer Éric Dupond-Moretti, qui était un ancien soutien de Martine Aubry, plutôt étiqueté à gauche, pour peut-être rééquilibrer un gouvernement qui était jugé trop à droite. Là, pour le coup, la réponse est non. Peut-être l'a-t-il fait dans son ministère sur certaines valeurs, mais en tout cas, sur l'échiquier politique national et à l'intérieur du gouvernement, il n'a pas encore pesé sur des choix pour faire entendre cette sensibilité. Katia Dubreuil, est-ce que c'est une carte politique dans le jeu du président de la République, Éric Dupond-Moretti ? Oui, enfin, c'est sûr que par rapport au choix d'Éric Dupond-Moretti, on pense quand même, quand on voit, parce qu'on n'a pas la même analyse, vous parlez de tous les textes qu'il a fait adopter, il y en a un certain nombre qui étaient déjà lancés avant qu'il arrive, et il y en a surtout un certain nombre qui sont des textes du ministère de l'Intérieur et de la Justice, dans lesquels, finalement, c'est plutôt l'intérieur, soyons clairs, qui drive. Et d'ailleurs, sur le fond, en fait, ce qu'on constate, et là, pour le coup, de nombreux avocats sont d'accord avec ça, ce sont des renoncements par rapport à des principes que l'avocat Dupond-Moretti défendait avant de devenir ministre et sur lesquels il a totalement lâché prise. La cour d'assises, les droits des détenus, etc., etc. Tous les discours qu'il pouvait avoir auparavant, il a totalement mis de côté ses convictions pour rentrer dans, effectivement, pour nous, un discours général du gouvernement qui est un discours assez sécuritaire, qui est porté principalement par le ministère de l'Intérieur. Et donc, ce sont des textes qui sont en réalité des textes du ministère de l'Intérieur, soyons très clairs. Donc, vous dites que l'homme de gauche est droitisé ? L'homme de gauche, j'en sais rien. Moi, s'il était de gauche, je ne le connaissais pas. J'essaye de lire entre vos lignes. Je ne peux pas vous dire. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il défendait des valeurs qui sont importantes pour la justice en tant qu'avocat. Le respect de la présomption d'innocence, le respect la justice de la cour d'assises, le fait que la prison il fallait qu'il y ait des conditions en prison qui soient dignes, etc., etc. Et que on entend ce même ministre arriver pour nous dire aujourd'hui ça va pas, les aménagements de peine, on ne devrait pas laisser les détenus sortir s'ils ne font pas d'efforts, et avec ce discours extrêmement, un discours qui est censé peut-être plaire à l'opinion et qui cadre très bien avec ce qu'on attend de lui dans la perspective de la campagne électorale. Donc nous, notre sentiment, c'est plutôt des textes qui collent à une com que des textes qui collent à des besoins de la justice, comme je disais tout à l'heure. Et donc, en réalité, oui, pour nous, il a été choisi surtout parce qu'il pouvait apporter quelque chose au gouvernement, un peu de peps, la carte anti-Marine Le Pen peut-être, et en même temps, avec un homme qui à la fois a une image proche des personnes parce qu'il était avocat, qu'il était connu, et en même temps, qui pouvait, comme il était avocat, donner l'impression qu'il y avait une colonne vertébrale en termes de respect de l'état de droit, des droits de l'homme, etc. Mais sauf que la colonne vertébrale, nous, on la voit plus trop aujourd'hui. Est-ce qu'il a dévoilé une partie de ses convictions ?
Bien sûr qu'il y a sur certaines questions sur lesquelles on est évidemment d'accord, surtout quand on est en exerçant en matière pénale. Mais il faut être réaliste aussi, jusqu'à quel point il peut porter les choses sans que forcément il soit agonie par toute la partie qui ne supporte pas. Donc il y a des arbitrages qui sont sans doute pas les siens. Moi, je trouve qu'il fait ça très courageusement et dans la mesure de ses moyens, qui sont ceux de la chancellerie, et dont on sait qu'entre Bercy et Beauvau, il reste peu de place. C'est une constante dans notre République. Il faut s'appeler Badinter ou Taubira pour arriver à pousser ça. Ce que j'espère, et il ne fait que commencer, c'est qu'il va y arriver. Et je trouve que les signes qu'il donne sont bons. Moi, je dis ça de ma lanterne, avec, je ne suis pas un observateur de tout ce qui se fait. Et sur la présomption d'innocence, il se trouve que je participe aux travaux de Mme Guigou. Nous allons avoir des propositions très audacieuses pour la protéger. Oui, mais des propositions, donc ne dites pas qu'il a renoncé. Oui, mais des propositions... on va voir ce qui va être fait. Voilà. Non, on a été entendu par cette commission. Bon. Alors, il y a une dimension également, et puis c'est pas banal, c'est un ministre de la Justice qui est mis en examen. Bon, je voudrais qu'on parle de ça aussi maintenant. Après la présomption d'innocence, c'est fâcheux. Je vais dire présumé prise illégale d'intérêt, c'est ce que j'avais prévu. 19 juillet dernier. On va écouter Éric Dupond-Moretti. Je suis plus que jamais déterminé à être pleinement ministre de la Justice. Rien n'entamera ma détermination. Je suis extrêmement serein. Ma légitimité, je la tiens du président de la République et du Premier ministre. Et j'ai reçu un certain nombre de soutiens, même de l'opposition, des soutiens extrêmement nombreux. Je veux vous dire, monsieur, en tant que justiciable, j'ai comme tout le monde des avocats qui feront valoir mes droits. Et en tant que ministre, je suis à 100% dans la tâche qui est la mienne. Stéphane Le Rudulier, présomption d'innocence, c'est normal qu'il reste en poste ? Oui, franchement, c'est pas là-dessus. Clairement, ça le regarde. C'est par rapport à sa liberté de conscience, ce qu'il explique. À la rigueur, je peux le partager. Il y a eu d'autres jurisprudences. Il y a la jurisprudence du gouvernement Balladur, où des ministres devaient se mettre en retrait. Chacun agit en son âme et conscience. Là-dessus, je voudrais pas attaquer. Il y a une présomption d'innocence. C'est l'homme en tant que tel. Il y a l'homme politique, et je préfère me concentrer sur ses actions. Sur son style dans l'hémicycle, à travers ses interventions, que sur éventuellement ses affaires avec la justice. Enfin, on se souvient qu'il y a un éphémère garde des Sceaux qui s'appelait François Bayrou, qui lui a démissionné précisément parce qu'il était mis en cause. Oui, pas mis en examen. Non, mais il avait été mis en cause, mais je veux dire, ça le regarde. Je suis pas en train de défendre Dupond-Moretti. Là, c'est le plan totalement judiciaire qui ne regarde nullement, à mon avis, le politique que je suis. Vous ne pensez pas que ça le fragilise politiquement ? Ça a sans doute fragilisé quelques jours, et puis je pense que plus personne maintenant ne remet en cause sa fonction. Enfin, j'entends pas dans l'hémicycle en disant il a été mis en examen, il n'est pas légitime pour porter tel ou tel projet de loi. Vous savez, moi je préfère discuter du bilan de la création de prisons, puisque tout à l'heure j'ai entendu des chiffres qui ne sont pas véritablement la réalité, que de savoir si oui ou non Dupond-Moretti aurait dû rester à son poste par rapport à sa mise en examen. On va y venir un mot là-dessus, Mathieu. C'est question d'époque, en fait, finalement. C'est vrai que c'est passé relativement vite. Il y a une véritable évolution de la jurisprudence, il faut le reconnaître. Je le disais, François Bayrou était mise en cause. Parce qu'elle était totalement injuste. Parce qu'elle était totalement injuste. En tout cas, c'était devenu un usage. Donc l'usage a changé. Mais c'était tellement simple. Pardonnez-moi, mais l'instrumentalisation qui en a résulté dans les affaires politiques auxquelles tout le monde pense, il suffit de déposer une plainte, de provoquer une mise en examen pour désarçonner. Il y avait une invitation du juge. Pas mis en examen juste avec une plainte, quand même. Vous le savez, ça. Il faut des indices graves et concordants. Oui, ça ne m'a pas échappé. Ce que je veux dire, c'est que vous savez très bien qu'il y a trop de facultés offertes parce que c'est de jurisprudence qui tient effectivement au gouvernement Balladur, à un juge de venir s'inviter dans le jeu politique. Je disais juste que cette jurisprudence, elle a évolué à l'échelle du quinquennat Macron. Puisque le quinquennat Macron démarre quand même, il faut le rappeler, avec la démission de François Bayrou. C'est un problème de conscience par rapport au fait dont s'agit, si vous voulez. Mais cela n'a jamais été examen pour un crime atroce. Évidemment. Le seul bémol que je pourrais mettre, c'est par rapport au climat de défiance qu'ont nos concitoyens par rapport à la classe politique. Oui, c'est pour ça qu'il y avait cette loi d'usage à l'époque Balladur.
Ça, je pense que le gouvernement et le président de la République a pesé le pour et le contre. Mais après, c'est une question personnelle, de conscience. Il a décidé de rester, c'est qu'il se considère comme innocent. Ben voilà. Un mot là-dessus, Katia. Oui, je pense qu'effectivement, la présomption d'innocence joue. Donc, c'est un principe qui peut mener à aussi considérer qu'on peut rester ou ne pas rester. C'est pas la question. Nous, ce qui nous a, par contre, choqué institutionnellement, c'est la manière dont le gouvernement et le président de la République et le Premier ministre ont apporté leur soutien à Éric Dupond-Moretti, non pas en disant cet homme est présumé innocent, donc il restera au gouvernement, mais en disant c'est rien du tout, c'est fait, donc il reste au gouvernement. Là, c'est tout à fait autre chose, parce que ces faits, à les supposer établis, ne seraient pas rien du tout. Commettre une prise illégale d'intérêt, c'est pas rien du tout. Et ce ne sont ni le président de la République, ni le Premier ministre qui sont aptes à pouvoir juger. En théorie, ils n'ont pas accès à la procédure, du moins je l'espère, si le ministre a commis ces faits ou non. Donc le problème, c'est dans cette affaire, la manière dont on est venu jeter le discrédit sur la décision qui a été prise par la CJR en expliquant que finalement, une fois de plus, c'était des juges qui venaient faire n'importe quoi et que le ministre pouvait bien rester. Ça, c'est tout à fait différent d'un discours sur la présomption d'innocence qu'on peut tout à fait entendre. Et ça pose un gros problème dans une démocratie, dans une république, de voir que pour défendre un ministre, le président de la République, qui est par ailleurs dans la Constitution garant de l'indépendance de la justice, vient en quelque sorte critiquer et jeter un peu le discrédit sur une décision de justice. Alors, je voudrais qu'on revienne sur cette loi sur la confiance dans la justice. Vous nous avez parlé de l'Agora qui a été organisée au Sénat ce lundi. Il y a une étude qui a été commandée par le Sénat auprès de CSA Research avec, je vous donne quelques résultats, 53% des Français qui disent ne pas avoir confiance en la justice. Et puis sur l'image, voilà les adjectifs, les qualificatifs qui ressortent. Elle est dite lente à 93%, opaque 69%, laxiste 68%, éloignée 67%. Ça dit l'urgence de cette loi, d'une certaine façon, monsieur le sénateur. L'urgence de cette loi, mais encore une fois, cette loi, elle est incomplète. Je vous rappelle simplement qu'à l'Assemblée nationale, on va étudier un nouveau texte sur la justice d'ici quelques jours. Donc, c'est là où, et c'est une des propositions fortes de l'Agora, c'est de dire arrêtons la prolifération législative et réglementaire qui est un peu mortifère pour l'institution. Un peu beaucoup. Tiens, c'est ce que disait, on va l'écouter tout de suite et je vous redonne la parole juste après, François Molins, le procureur général près de la Cour de cassation. On l'écoute. Alors effectivement, je vous rejoins dans la logique, effectivement, rationalisation, sortir de l'empilage, sortir de ce qu'on pourrait qualifier de phénomène de fait diversification de la loi pénale, où un fait divers intervient, on prend une loi pour essayer de corriger. Éviter aussi ces phénomènes de simplification qui n'en sont plus. Je ne compte plus les lois de simplification qui sont intervenues dans une intention très louable depuis quelques années. Sur le terrain, quand on simplifie tous les 2 ans, on complique la tâche des enquêteurs. Je pense qu'on est devant une procédure pénale qui appelle des réponses de fond, une procédure pénale qui est à bout, je dis bien à bout, qui ne satisfait plus personne, ni les magistrats, ni les enquêteurs, ni les avocats. Alors le constat, il est assez catastrophique dans la loi de François Molins, et en même temps il dit qu'il faut arrêter d'empiler les lois. Donc c'est quoi la solution ? La solution, c'est de faire un diagnostic cohérent sur plusieurs mois, écouter l'ensemble des acteurs et faire une véritable et unique réforme de la justice et pas un empilage de lois. C'est ça le problème. Le véritable problème, je vois mon partenaire qui ne croit pas du tout, mais le véritable problème, c'est qu'on ne prend pas le temps. Et là, je rejoins monsieur Moulins, procureur Moulins. Effectivement, et ça fait des lustres, la gauche comme la droite l'a pratiqué. Dès qu'il y a un fait divers, on répond par ce fait divers à travers une loi. Et après, on a un souci de cohérence globale des textes. Quand Nicolas Sarkozy était ministre de l'Intérieur, il savait très bien faire. Mais que ce soit Nicolas Sarkozy, François Hollande, Emmanuel Macron, c'est la même chose. Il y a une prolifération législative. Le code de procédure pénale a été multiplié par 8 en 30 ans. Souvent à la demande des oppositions, quelles qu'elles soient. Mais qu'est-ce que vous comptez faire pour lutter contre... Il n'y a pas que Nicolas Sarkozy qui a multiplié les pages du code de procédure pénale. Donc, évaluer, faire une procédure d'évaluation et derrière porter une véritable réforme. L'Agora, c'est 16 propositions et parmi la première des propositions, c'est véritablement cette évaluation qui permettra après, en concertation avec les acteurs également, de proposer
un cadre législatif et un cadre réglementaire pour véritablement réformer. La lenteur de la justice. Dernier mot là-dessus. Uniquement, mais la lenteur, elle s'est accentuée les 5 dernières années. C'est un processus irréversible. La lenteur, il n'y a pas que des moyens humains. On peut mettre des moyens humains, mais si on a un code de procédure pénale qui est inadapté... Un mot de conclusion, Basile Adder. Oui, mais moi, ça fait, je sais pas, 35 ans que je suis avocat. J'ai dû avoir une réforme de procédure pénale ou de pénale depuis tous les ans depuis que je suis avocat. Et à chaque fois, on arrive en disant, alors maintenant, c'est nous, tout ce qui a été fait avant, c'est n'importe quoi, on reprend tout à zéro, une grande évaluation, on fait... Non, là, il y a 2 questions qui sont pour moi la cause fondamentale. Oui, c'est une conclusion. Un, les moyens, je l'ai déjà dit, c'est des moyens. S'il y a plus de juges, plus d'enquêteurs qui sont mieux formés, qui ont plus d'outils, qui ont plus de matériel, on ira beaucoup plus vite, on rendra une meilleure justice. Et ça, c'est juste un chèque. La deuxième, c'est qu'on a une procédure pénale qui est hybride. Et on est dans le guet entre une procédure inquisitoire qui est le fruit de notre histoire et une procédure accusatoire à laquelle nous emmène la Cour européenne des droits de l'homme. Et donc aujourd'hui, on ne sait plus s'il y a un droit au silence, un droit de se taire, un droit de dire ou non la vérité, si un juge d'instruction a encore une utilité, si un enquêteur doit faire des choses avec un juge qui... On est aujourd'hui dans un état d'incertitude qui dure depuis 20 ans parce qu'on est au milieu du guet. Et ça, c'est une réponse de technicien. Merci beaucoup. Merci à tous les 3 d'avoir participé à ce débat.